Tout est marque avec l'agence Yucatan, partenaire de votre image, votre notoriété, votre réputation. Tout est marque, une émission proposée et animée par François-Xavier Goudemont. Éclairer la vision et inspirer les actions. Bonjour à tous et à toutes. Si je dis l'ascension du style, technicité, élégance alpine, anticonformisme, profondément française, une marque patrimoniale, vous me dites Fusalp. C'est avec un immense plaisir que je reçois Sophie Lacoste-Tournelle, coprésidente de la marque. Bonjour Sophie. Bonjour François-Xavier. Merci beaucoup. Je suis vraiment touché de vous avoir derrière le micro. Est-ce que déjà, pour commencer, en quelques mots, est-ce que vous pouvez vous présenter ? Ah oui, bien sûr, je suis Sophie Lacoste, coprésidente de Fusalp, qui est une magnifique maison que nous avons rachetée avec mon frère il y a 11 ans maintenant, qui a été créée en 1952 et qui équipe non seulement pour le ski, mais aussi pour la ville et tous les moments joyeux de la vie où on a besoin de se mouvoir avec élégance. Alors bien sûr, avec un nom comme le vôtre, on doit vous le dire à chaque interview, mais on est quand même obligé de le dire. Oui. Vous aviez quand même un grand-père célèbre ? Oui, mon grand-père René Lacoste, grand joueur de tennis, et ma grand-mère aussi, grande joueuse de golf. Grande joueuse de golf, voilà, une famille de sportifs, qui est arrivée derrière dans une logique entrepreneuriale. Tout à fait. Et qui a su faire perdurer visiblement dans la famille cet esprit d'entreprise, cet esprit aussi des marques mythiques quand même. Aujourd'hui, on fait la petite parenthèse Lacoste, mais même si vous n'êtes pas venu pour cela, mais c'est quand même une marque absolument iconique et qui a su traverser le temps. Oui, bien sûr, c'est une très très grande marque et j'en suis très heureuse pour mon grand-père, qu'elle continue à avoir une belle vie. Pour débuter cette émission et entrer dans le vif du sujet, donc on va rappeler effectivement que la marque a été fondée en 1952 à Annecy, deux artisans, tailleurs et skieurs. Mm-hmm. Donc il y a une forme d'emprise très forte avec la montagne. C'était à l'époque Georges Ribola et René Vera. Mm-hmm. Mais d'où vient le nom de la marque Fusalp ? Fusalp, ça veut dire fuseau des Alpes, c'est assez simple. Un mot valise ? Un mot, oui, tout à fait, mais c'est un mot qu'ils ont inventé. C'était des tailleurs, des gens qui faisaient des costumes 3 pièces. À cette époque-là, en 1952, le prêt-à-porter n'existe pas. Soit on se fait ses vêtements, soit on les fait faire. Mmh. Et donc, ils se disent qu'ils peuvent apporter leur savoir-faire très, très technique pour les vêtements de ski et les vêtements de performance. Et donc, très vite, ils vont collaborer avec l'équipe française de ski, qui à cette époque-là est la plus grande équipe du monde, gagne toutes les médailles. On a tous les grands noms, les sœurs Guatchel, Annie Famoz, Léo Lacroix, qui sont vraiment au sommet du ski mondial. Et ils vont mettre au point la première combinaison de course. Vraiment, la combinaison près du corps que tous les skieurs mettent aujourd'hui, c'est Fusalp qui a élaboré la première. En mettant une bande sur les côtés, parce qu'à cette époque-là, le stretch n'existe que dans un sens. Et donc, pour pouvoir complètement gainer le corps, ils ont l'idée de mettre une bande sur les côtés pour pouvoir utiliser ce stretch dans tous les sens. C'est rigolo d'ailleurs, parce que c'est une idée, René Vera était un passionné de western, et c'est une idée qu'il a eue en regardant des westerns et les soldats américains, vous savez, avec les pantalons Bien bleus, sûr. les troopers, c'est les bandes blanches sur le côté. Et il s'est dit, c'est comme ça que je peux arriver à vraiment gainer le corps pour la performance. Certains ont des idées sous la douche et lui, c'est en regardant un western. Ouais. C'est quand même assez... en tous les cas, c'est peu banal. Oui, il faut garder son esprit en éveil, comme quoi, pour avoir des belles idées. C'est peu banal. Effectivement, le sens en éveil. Alors bien sûr, comme aussi dans chaque émission, j'aime bien demander quel est le chiffre d'affaires et par exemple le nombre de collaborateurs, histoire d'expliquer un petit peu ce que représente votre marque aujourd'hui sur le marché. Oui, bien sûr, on est aux alentours de 65 millions d'euros aujourd'hui, avec à peu près 350 collaborateurs, parce qu'on a pas mal de magasins. On a près d'une 60aine de magasins dans le monde, et donc beaucoup de collaborateurs qui sont dans ces boutiques. Très belle marque, très belle ascension, si je puis me permettre. Au départ, Fusalp, c'est une marque de vêtements de sport technique, devenue une marque de mode à part entière. Comment êtes-vous justement passé de l'un à l'autre ?
De manière assez naturelle, en fait, parce que c'est vraiment dans l'ADN de Fusalp. Fusalp, ça a toujours été une conversation entre le style et la technicité, avec une vraie empreinte dans les années 70 dans la mode. Il y avait une styliste qui était extrêmement pointue en termes de mode et qui a vraiment fait une vraie proposition mode pour le ski. Et donc finalement, d'arriver à adapter tout ce savoir-faire, tout cet ADN sur un usage beaucoup plus urbain, c'était une continuité très naturelle. Donc, en définitive, c'est un positionnement relativement naturel. Il n'a pas fallu forcément changer le positionnement de la marque. Ah, pas du tout, pas du tout. Alors, quand on a repris la marque, on l'a positionnée très haut de gamme. Puisqu'on s'est dit vous l'avez repris en 2013, c'est ça? Voilà. Et on s'est dit que le 2014, même, 2014. on s'est dit que le meilleur moyen pour arriver à exister, c'était vraiment d'aller vers le haut de gamme. On a le choix, hein. Soit on est dans le mass, soit on est mass market en haut, et on n'avait pas la possibilité de toucher le mass market. Et puis on avait envie c'est l'ADN de Fusalp, hein, véritablement, de faire des très très beaux produits. On cherche à faire les plus beaux produits du marché. On a un laboratoire de R&D qui fait près de 12 000 tests par an. On a des patronniers qui sont dans la maison. On est extrêmement exigeant au niveau de la conception, de la qualité de nos produits. Nos produits sont garantis 5 ans et réparables à vie. Donc voilà, on ne prend pas le risque de faire des produits de mauvaise qualité. On est très 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 exigeant et ça, c'est l'ADN de Fusalp. Je reviens sur un aspect que vous venez juste de décrire, de rentrer ou de revenir sur le marché, si je puis dire. Par le haut, c'est un peu la logique qu'a employé Kawe, par exemple, lorsque Kawe a disparu pendant 8 ans. Personne ne s'en souvient, mais la marque a disparu pendant 8 ans. Le fait de revenir et de rentrer par le haut, n'est-ce pas plus compliqué, justement, pour s'imposer ? Non, pas du tout, parce que c'était cohérent avec l'identité de marque de Fusalp. Notre première collection qu'on a fait, nous, où on avait fait le prix moyen était 2 fois supérieur à la collection d'avant. Pas avec les mêmes produits, hein, je vous rassure, c'était vraiment une montée en gamme des produits. On a été sold out directement. Ce qui nous est resté, c'est les entrées de gamme. C'est vraiment ce qu'on avait gardé en se disant, bon, faut pas non plus qu'on soit trop risqué. Et ce qui est resté à la fin de la saison, c'est les entrées de gamme. Donc, ce positionnement très haut de gamme était vraiment dans la perception de la marque. Et aujourd'hui, vous avez un positionnement, on va appeler ça peut-être un peu hybride fonctionnel, ou pas du tout? Non, je pense que ça va dans l'air du temps, en fait. Les gens aujourd'hui ont besoin de bouger, ont besoin de se protéger, ont besoin de respirer. Et donc, toutes nos avancées techniques, en fait, tout ce qu'on offre leur est extrêmement utile. Et en même temps, ils ont besoin d'être très élégants. Donc, je pense qu'on est vraiment dans le service du style de vie contemporain. C'est la preuve, d'ailleurs, hein, de la réussite de votre marque, qui est au départ déjà une très belle marque, mais surtout une réussite derrière justement pour séduire. On s'aperçoit effectivement que vous avez une gamme, alors à la fois semble-t-il très large, puisque hommes, femmes, enfants, voire même des accessoires. Oui. Ski, urbain. Non, c'est des collections complexes, hein, pour les gens du milieu. Vous l'avez développé au fur et à mesure, justement, cette logique de gamme au sein de la marque Fusalp. Alors, hommes et femmes, c'était déjà là. C'est quand même très rare d'avoir une marque qui soit 50% hommes, 50% femmes. C'est vraiment extrêmement équilibré. Donc, quand on va dans un grand magasin, on ouvre les 2 étages en même temps. Enfin, c'est assez rare. Donc, on a continué. Et puis, notre idée de développement, c'était de développer l'urbain, justement, qui existait un petit peu. Mais en se disant, le ski, c'est nos racines. Donc, il faut qu'on continue à y être. Il faut qu'on soit prescripteur. Cette année, d'ailleurs, cet hiver, on a une collection qui est extrêmement innovante avec beaucoup de nouveaux modèles pour montrer qu'on est toujours là pour inventer un nouveau style. On mettra des images d'ailleurs. Hein, je précise, hein, je vous coupe, mais on mettra des images sur la chaîne YouTube pendant les meilleurs moments. On n'hésite pas et on mettra forcément des images de la nouvelle collection. Merci beaucoup. Ouais. Et je pense vraiment, on a beaucoup travaillé dessus avec Mathilde, ma belle-sœur, qui est notre directrice artistique, qui a un talent incroyable. Une histoire de famille encore. Vraiment, oui, nous c'est plus fort que nous et c'est un grand bonheur de travailler en famille. Moi, je le revendique avec force et joie. Et en fait, cette nouvelle collection montre qu'on est toujours prescripteur dans notre univers. D'accord. Mais forcément, le ski, c'est quand même un marché de niche. 4-5 mois sur l'année. Exactement. Oui, et après, il faut vivre. Voilà. Et donc, et puis, c'est des produits aussi qui sont de très bonne qualité, qui sont coûteux. Et c'est quand même pas mal de pouvoir mettre votre investissement dans l'hiver, que vous puissiez aussi en profiter plusieurs années. Et puis aussi à la ville.
Donc on a beaucoup de produits qui sont polyvalents, qui sont même certains produits qu'on avait imaginés pour le ski finalement s'achètent beaucoup plus pour la ville que pour le ski. Donc toute cette offre-là, c'était important qu'on la développe pour pouvoir vraiment tracer l'avenir de Fusalp, qui je pense a les moyens de devenir une très grande marque internationale. Qu'il l'est déjà, à mon sens, un petit peu. Quand même. Quand vous voyez nos concurrents, on est encore très très petits. Bon. Et côté accessoires, j'ai vu que vous avez développé aussi pas mal de choses sur l'accessoire. C'est quelque chose qui vient en soutien, en support parce que le client le demande, ou ça vient de la marque? Oui, c'est aussi une manière de finir la silhouette, en fait, de pouvoir véritablement présenter une silhouette en entier, comme les casques de ski, évidemment. On a, là, cette année, on a toute une combinaison en léopard hyper belle, toute une gamme, et on a fait le casque aussi en léopard pour vraiment finir la tenue. Donc, c'est un côté assez rigolo, joyeux toujours, qu'on aime mettre en avant. Et puis aussi, évidemment, des chaussures plus pour la montagne. Enfin, voilà, des choses qui permettent d'aller au bout de notre proposition. Vous vous considérez plutôt comme une marque, on va dire, haut de gamme, très haut de gamme, ou luxe? Luxe, je pense qu'on peut dire qu'on a une proposition de luxe. On cherche à ouvrir des magasins de luxe, d'avoir un service qui soit au niveau du luxe. Alors aujourd'hui, il y a différentes catégories de luxe, parce que c'est vrai qu'en termes de positionnement prix, on a des luxes qui sont vraiment, vraiment compliqués à aborder. Donc nous, on est plutôt un luxe abordable. C'est de l'accès, ce qu'on appelle dans le luxe, et aussi un... Oui, alors après, chacun a sa... Bon, voilà, la vie est difficile aujourd'hui, donc dire que c'est... Bon, chacun a sa vision de ce positionnement prix. Moi, je pense qu'il est très juste, puisqu'on cherche vraiment à faire des produits très, très haut de gamme. Et ce qui est important pour nous, c'est d'avoir un vrai bon rapport entre la qualité qui est offerte et le prix qui est demandé. Que les gens vraiment se disent, OK, ça coûte un certain prix, mais je comprends pourquoi. Qu'on ait des pulls qui soient... des pulls que vous allez garder 20 ans et vous le voyez quand vous voyez la qualité du pull. Et voilà, vous comprenez pourquoi il faut un certain prix. C'est important aussi que les gens comprennent que les choses ont un prix. On peut pas... on a perdu l'habitude parfois du prix des choses. Tout à fait. Et encore plus dans l'actualité, on le voit aujourd'hui. Oui, ça, voilà, on a les gros sujets d'actualité. Et c'est pareil dans l'alimentation. Enfin, voilà, combien vraiment coûte un pull en laine, avec de la laine italienne, quel est le juste prix de ça, et ça, c'est important d'en être l'ambassadeur. Oui, c'est vrai, on confond, ou quelquefois le consommateur, et je ne l'accable pas, confond aussi le juste prix avec l'acceptabilité du prix, c'est-à-dire ce qu'il peut mettre dans le vêtement, sauf que le vêtement ne lui est pas forcément toujours adressé quelquefois. Aussi. Oui, et puis c'est aussi une question de savoir d'investir dans quelques pièces plutôt qu'en acheter beaucoup, comment on se positionne, essayer d'aller vers des choses qui soient plus durables en termes de qualité, mais aussi en termes de style. Bien sûr. Qu'est-ce que j'aurais, quel type... Nous on fait vraiment des Vous avez des logiques assez intemporelles aussi, oui, quand même. Tout à fait. Quand je regarde votre gamme, complètement. C'est quand même quelque chose qui ressort véritablement. Et on peut justement, et je rebondis sur ce que vous disiez, on peut imaginer que le manteau que j'ai acheté avant-hier, je peux encore le mettre dans 5 ans, je n'aurai pas honte et je serai toujours dans la tendance. C'est complètement notre objectif. Vous savez, on équipe... C'est un objectif réussi, hein. Je ne dis pas pour vous faire plaisir, mais c'est la vérité. Mais c'est vraiment... Quand on parle d'impact dans notre industrie, dans le textile, un des vrais enjeux, il y a eu beaucoup de fausses bonnes idées, hein, on le voit, mais une chose que je pense ne pas être une mauvaise idée, c'est se dire que plus longtemps vous gardez un produit, le moins d'impact il aura, forcément. Et c'est vraiment dans cet état d'esprit qu'on se met là. Et comme vous le dites, pas seulement d'un point de vue qualitatif, évidemment il faut qu'il tienne le coup, mais aussi d'un point de vue stylistique. C'est-à-dire que j'ai besoin d'avoir plaisir à mettre un vêtement. Si je le trouve moche, dans 5 ans, je ne vais pas le mettre. Enfin, c'est pas... et donc, c'était rigolo parce qu'on équipe des sportifs un peu dans toute l'Europe, dans leur vie quotidienne. Et on a un sportif qu'on aime beaucoup équiper en Norvège. Oui. Et un jour, j'y suis allée et en arrivant le matin, je me suis dit, zut, j'ai oublié de le prévenir. J'aurais bien aimé prendre un café avec lui. Donc, j'ai envoyé un message en disant, est-ce qu'on peut se rencontrer là, est-ce que tu aurais 5 minutes? Il me dit pas de problème, je te retrouve. Et il arrive tout penaud parce qu'il n'avait pas le blouson qu'on lui avait envoyé 2 semaines avant. Et il me dit, écoute, j'ai un de mes blousons préférés sur moi. Et on s'est rendu compte que c'était le blouson de son grand-père qui était un blouson Fusalp du début des années 80. Eh oui. Et je me suis dit, voilà, c'est ça dont j'ai envie en fait, que le manteau
qu'on va acheter aujourd'hui puisse être mis par nos petits-enfants avec plaisir parce qu'ils vont trouver ça super cool. Et le vêtement transmissible. Exactement. Comme la montre. On parle souvent de seconde main, mais là, dans ces cas-là, on est en quatrième main. Voilà, exactement. C'est un peu ça. Je reviens sur la notion juste aussi de luxe, haut de gamme. On a parlé prix. Parce que c'est vrai qu'on a tendance à focaliser sur le prix à partir du moment où on parle marque de luxe. Est-ce que c'est pas aussi la logique aussi servicielle ? Complètement. C'est ça, c'est l'expérience. C'est quel service on donne. Qu'est-ce que je viens chercher quand je rentre dans une boutique Fusalp ? Exactement. On parlait tout à l'heure, enfin juste avant l'émission, de la boutique Georges V. Oui. Si je passe le pas de la porte de la boutique Fusalp Georges V, voilà. Vu l'environnement, comment j'attends d'être accueilli. Et ça, c'est très important. À ce moment-là, mais aussi tout le service après-vente, tout le service digital aussi. Le client digital doit avoir une expérience luxe. Et puis le service après-vente doit être absolument irréprochable. On doit pouvoir y répondre de manière très très rapide et puis vraiment être au bon niveau des attentes des clients. Ça, c'est absolument essentiel. Le petit truc en plus, alors Fusalp expérience luxe digitale, quel est-il ? Mais c'est juste un service humain, en fait. C'est qu'on a des gens on a des services de retouche partout dans le monde qui sont assermentés Fusalp pour vraiment être au bon niveau de qualité si jamais il y a un souci de bien aller. Et puis, des gens qui sont là pour vous parler, quel que soit votre fuseau horaire, dans votre langue, et qui sont capables de répondre à vos questions. C'est pas un chatbot qui est derrière. Non, vraiment pas. Et puis, il y a des services qui sont vraiment faits pour ça. Et puis, l'autre sujet, c'est aussi une question d'authenticité. Je pense que c'est ça, quand tu parles de petits trucs en plus, bien sûr. qui attire, en fait, les clients, c'est de se dire qu'on est une marque qui est authentique, qui assume ce qu'elle est, qui dit ce qu'elle est, qui a une histoire. Qui se positionne dans le temps, bien sûr. Voilà, et ça, je pense que c'est quelque chose... On est autonome aussi, on n'appartient pas à un groupe, donc on garde une identité très forte. Très forte. Pour ce qui est technique... on essaye d'être toujours en avance. Ce qui est pas mal aussi, c'est qu'en France, les régulations sont toujours très, très en avance aussi. Donc, pour tout ce qui est en termes d'impact et d'amélioration, d'éco-conception des produits, ça nous fait beaucoup, beaucoup avancer. Et ça, c'est très important. On est signataire du Fashion Pack. Enfin, voilà, on met tous ces enjeux-là. Le Fashion Pack, on va l'expliquer peut-être pour les non-initiés. Mais le Fashion Pack, c'est en fait une association, enfin, c'est un pacte qu'on a signé, mais qui permet d'associer toutes les grandes marques du textile du monde, en fait, qui a été initié par Kering, mais dans lequel vous pouvez trouver Ferragamo, Nike, beaucoup de grandes marques pour pouvoir vraiment traiter des sujets du textile de manière collaborative, tous ensemble, parce que chacun de son côté, c'est quand même pas très pertinent. Donc, du coup, et ça fonctionne très bien sur des histoires de tous les sujets, que ça va du cintre à l'énergie qui est utilisée dans nos bureaux, à la laine, enfin voilà, beaucoup de sujets. Donc de think tank mondial. Voilà. Et puis d'actions surtout, trouver des actions à mener ensemble pour améliorer concrètement notre impact. Ça, vraiment, passer de la parole à l'action, c'est exactement. Quand même mieux. Ouais, c'est très important et c'est vraiment au niveau du C-level avec les CEO qui se réunissent plusieurs fois dans l'année, les directions marketing, les directions produits, enfin voilà, vraiment des discussions très importantes et très bon niveau. Alors, est-ce que par rapport à la Gen Z, nous, ce qu'on essaye de faire aussi, c'est une proposition qui soit assez transgénérationnelle et vraiment, on parle sur le temps long. Et je pense que c'est ça qui peut attirer finalement certains consommateurs qui font aussi partie de la Gen Z en se disant voilà comment je me positionne par rapport à ma consommation et qu'est-ce que j'ai envie de dire par le vêtement que je porte, parce que malgré tout la manière dont on s'habille, c'est une expression sociale qui vous permet de faire des choses aussi. Quand on se sent bien dans ce qu'on porte, et on est plus capable de relever des challenges et c'est vraiment très très important, quel que soit ce qu'on a décidé de porter, mais il faut vraiment que ce qu'on porte nous aide à être, nous aide à faire et donc c'est très important à cette génération qui cherche à s'affirmer, évidemment, normal, ce qui est tout à fait normal et légitime. Comme toutes les générations. Absolument. Et donc qu'elle trouve son terrain d'expression par sa consommation et ce qu'elle porte, c'est très important. Voilà. Et puis l'image de marque, vous savez, c'est jamais des histoires de repositionnement. Au contraire, c'est vraiment des évolutions où on cherche toujours à être très très cohérent et très voilà
vrai par rapport à notre ADN. C'est-à-dire qu'on est Fusalp, on n'est pas quelque chose d'autre. Donc, on vit dans un monde, on est contemporain, donc on évolue avec ce monde, mais on reste ancré dans ce qu'on est. Je crois que c'est vraiment, en termes de communication, la chose la plus importante, quelle que soit la marque. C'est vraiment d'être très au clair avec l'ADN de la marque et de l'avoir toujours. Et c'est formidable parce que Mathilde Lacoste, notre directrice artistique, est vraiment garante de ça. Elle a une vision très claire de ce qu'est Fusalp et on ne s'en éloigne jamais. Vous avez l'influence justement qui arrive autour de cela. Vous pensez Gen Z, mais pas uniquement. Est-ce que malgré tout, lorsque votre nouveau projet, votre nouvelle gamme arrive, vous réfléchissez aussi à eux en vous disant mais peut-être que cette génération-là nous demanderait quelque chose d'un peu plus spécial ou pas du tout? Évidemment qu'on pense à nos clients. C'est quand même à eux qu'on s'adresse. J'espère. Notre cœur de cible est quand même plus trentenaire que vingtenaire. Donc on cherche à accompagner les gens dans leur vie de tous les jours. À voir comment est-ce qu'on peut... C'est l'art du mouvement Fusalp. Comment on peut être en mouvement, mobile, dynamique, ancré dans la vie contemporaine. Et voilà, comment ces vêtements-là vous permettent d'améliorer votre confort et d'améliorer votre dynamisme. C'est ça le creux de notre recherche. Et maintenant, c'est la question qui fâche. J'ai toujours une petite question qui fâche, mais qui n'est pas véritablement méchante. Tout à l'heure, on parlait beaucoup de prix. Oui. Et justement, côté prix, on est quand même loin de l'accessible, entre guillemets. Est-ce que le Premium Access, aujourd'hui, fait partie de vos projets futurs? Alors, on essaye toujours d'être au juste prix. Vraiment, on n'a pas des budgets marketing gigantesques. Voilà, notre objectif, c'est d'être au juste prix en faisant des produits de très, très, très grande qualité. Donc, partant de ça, en fait, c'est plus une question de démarche philosophique pour positionner la marque là où elle doit être. C'est très important de rester dans notre identité pour rester authentique et que les gens comprennent ce qu'on fait. Si je me mettais à faire des produits de mauvaise qualité, personne ne comprendrait. Alors après, on essaye d'être au juste prix. Quand on fait un polo, on se met au plus près. On est très attentif au marché pour être vraiment bien positionné. Si on a fait un produit qui est beaucoup trop cher parce que la qualité qu'on a cherché à avoir était beaucoup trop grande par rapport à ce qui est possible sur le marché, tant pis, on le fera pas. Mais il faut toujours que ce niveau d'exigence de qualité, de durabilité soit respecté. C'est intéressant ce que vous me dites. Parce que quand je vous écoute, je me dis, tiens, effectivement, vous avez sûrement ça en vous avec la logique Lacoste derrière, parce que ce que vous venez de me décrire, c'est quand même aussi ce que Lacoste a revendiqué pendant des années. Oui, bien sûr, on ne se refait pas. Oui. Mais non, mais... on est né, on a un ADN aussi. Vous n'avez pas fait de concession pendant très longtemps sur le prix du polo, hors de question de faire des promotions quelquefois. Le prix devait être partout le même. On payait ce prix pour un polo et c'était pas un autre prix, pas de concession sur les prix et pourtant ça fonctionne et ça marche et voilà. Oui, parce que l'offre est cohérente avec ça, parce que parfois ça vous arrive de voir des choses très chères et vous ne comprenez pas... le rapport entre le prix et le produit que vous avez dans les mains. Donc ça, c'est ça le problème. Mais quand vous avez une relation qui est logique, normalement, c'est compréhensible. Et alors, ça renforce la relation de confiance avec le consommateur. Exactement. Vous ne détruisez pas la valeur. C'est très important. Et vous savez, quand on reprend une entreprise et une marque encore plus, c'est aussi une histoire de rencontre entre les gens qui la reprennent et cette marque. Et en fait, si elle nous a parlé, c'est parce que son ADN nous correspondait et correspondait avec ce qu'on avait envie de faire. Et donc, on a une relation comme ça avec cette marque qui est très, très fusionnelle et qui nous correspond. Un réseau qui grandit aussi, un peu partout, avec des récentes ouvertures, Madrid, Anvers, Courmayeur. Comment gérez-vous justement la croissance d'un réseau pour une marque comme Fusalp ?
Écoutez, il faut y aller de manière naturelle, sans trop au bon rythme, parce que si on ne continue pas à se développer, on a toujours des chances de redescendre. Et puis voilà, profiter des marchés qui s'ouvrent. L'Espagne, on a ouvert 2 boutiques en Espagne. Enfin, il y en a une qui est déjà ouverte et Baquera dans les montagnes va ouvrir en décembre, parce que on a constaté une clientèle espagnole de plus en plus importante. Les Espagnols, c'est des gens qui sont très élégants, qui s'habillent avec beaucoup d'attention, et donc voilà, on a pensé que c'était intéressant. Donc c'est répondre en fait à une clientèle qu'on imagine, qu'on projette ouverte à nos produits, et puis trouver le bon moyen, le bon emplacement. C'est la partie la plus rigolote, moi, de ce que je fais, d'aller chercher dans les villes. Parce qu'Anvers et Courmayeur, c'est quand même pas la même destination. Non, mais chacun a son mode de fonctionnement, et donc vous passez du temps, vous asseyez dans les terrasses des cafés pour voir quel type de population, quels sont les sacs que les gens, les sacs d'achat que les gens ont aux mains, comment ils se comportent. Ah oui, c'est beaucoup. Alors on a évidemment, on regarde des tableaux, bien sûr, des géomarketing, les chiffres d'affaires des concurrents, tout ça, mais le plus important, je trouve que c'est vraiment du feeling, c'est voir, comprendre où doit être positionnée ma marque, à côté de quelles marques, quelles sont. Et c'est pas forcément la même chose dans toutes les villes. Madrid, on s'est mis dans une rue, il y a beaucoup de magasins pour hommes, vraiment dans le triangle d'or, avec des marques très à la mode là-bas. Ça n'aurait pas été le même fit dans un autre endroit. Et pour chaque implantation, vous vous déplacez? Qu'est-ce que vous faites? Ah, bien sûr, oui. Les membres de la direction de la marque prennent le temps de... Mais même moi, j'y vais, en fait. Ça, c'est vraiment quelque chose auquel je tiens beaucoup. Je ne suis pas la seule à y aller. J'ai un directeur commercial qui y va également. Ouais, je suis épaté. Mon directeur général aussi. On n'ouvre pas non plus 150 boutiques par an. Donc, c'est hyper important. C'est essentiel. Oui, mais quelquefois, quand on a le vent dans le dos, on pourrait se dire, on coche certaines cases et c'est bon. Oui, mais c'est là où ça devient très dangereux. Ah, ça, j'aime bien. Non, mais c'est là où ça devient très, très dangereux. Vous savez, quand on se dit, ça y est, je suis arrivé à un truc. Alors, il faut quand même célébrer les réussites. Il ne faut pas non plus tout le temps s'auto-flageller. Mais c'est là où il faut être extrêmement vigilant, en fait. Parce que le monde, en plus, change à une vitesse incroyable. Donc, il faut être très, très vigilant. On est une petite entreprise et il faut continuer à se structurer. La partie Asie, vous êtes positionné quand même luxe. Aujourd'hui, compte énormément. On sait d'ici à 2027 que 55% du chiffre d'affaires de la consommation luxe se fait sur la zone Asie, pas uniquement en Chine d'ailleurs. Ça peut être la Corée du Sud, ça peut être le Japon, l'Indonésie. Comment vous envisagez justement ce développement pour la marque Fusalp là-bas ? Alors, on a 5 boutiques en Corée du Sud qu'on a ouvert il y a très longtemps pour des raisons d'opportunité. Donc, ça fonctionne plutôt bien. C'est de la master franchise ou ça vous appartient en propre ? Non, celle-là, elle nous appartient en propre. D'accord. Donc, c'est des boutiques dans des centres commerciaux. Ce n'est pas des boutiques sur rue, parce que là-bas, le business se fait vraiment dans les centres commerciaux. Mais on a une vraie appétence pour... Les Coréens sont fantastiques parce qu'ils ont une appétence pour les nouvelles marques. Ils sont totalement prescripteurs sur la culture de manière générale, 360, de la K-pop au prix Nobel. Enfin, ils ont vraiment une influence sur le monde qui est colossale. Donc, c'était très important d'être sur ce marché-là. Et là aussi, on a fait plusieurs opérations de communication au Japon. Où, pour le coup, on a des revendeurs, mais pas de magasins en propre, pour essayer vraiment de continuer à gagner en notoriété là-bas et petit à petit avoir des partenariats productifs. Et ça se passe plutôt bien, je suppose. Oui, c'est chouette. Côté e-commerce, vous êtes aussi présent. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu les contours d'une présence comme pour la marque Fusalp, justement sur le web ? Alors, on a la chance d'avoir une équipe web absolument formidable. On a une direction du web qui est extrêmement plus que compétente, professionnelle et proactive. Donc, vraiment, ça se passe bien. On a notre propre site e-commerce qui fonctionne bien. Et puis, on a aussi toutes les plateformes, Farfetch, MyTeresa, enfin voilà, qui sont très actives. On ne prend évidemment que des pure players de très, très haut niveau. Et ça nous permet d'avoir un business quand même assez conséquent. On retrouve sur le e-commerce spécifiquement toute l'offre ou, au contraire, on va peut-être retrouver quelquefois des modèles sur Internet que l'on ne retrouve pas en boutique. Tout à fait. On a des collaborations, notamment avec MyTeresa,
où pour un temps on fait des collections capsules qui sont en vente pendant un certain nombre de semaines uniquement sur notre site e-commerce et sur MyTeresa. Alors c'est intéressant parce que vous parlez de la collection capsule, ça fait exactement la transition avec ma question juste après, sans le vouloir. Côté justement style, Oui. qui signe justement ce style Fusalp? Mais c'est Mathilde, ma belle-sœur, Mathilde Lacoste, qui a encore une fois une vision absolument incroyable, qui a énormément de talent et qui emporte avec elle toute une équipe de stylistes qui l'épaule, parce que le style, c'est beaucoup une question de conversation entre plusieurs France stylistes. En France, oui, elle est basée à Paris. Oui. Alors nous, le siège est à Annecy, Oui. donc elle fait pas mal d'allers-retours, mais elle, son bureau est à Paris. On a une petite maison dans le 17e où elle a le dernier étage avec des verrières pour être le plus inspirée possible. Et voilà. Et donc, elle élabore beaucoup de produits, encore une fois, puisque c'est collection ski, prêt-à-p, hommes, femmes. Voilà. Donc, pas mal de produits à sortir chaque jour. Il faut vivre avec son temps. Est-ce que vous faites appel aussi, ou commencez à faire appel à l'intelligence artificielle pour créer au sein de vos collections? Alors, pas pour créer des produits encore, mais elle l'utilise pas mal pour les boards d'inspiration, pour avancer, pour travailler sur la communication aussi, donc la production d'images en fait, et de la mise en situation de produits. Elle travaille beaucoup là-dessus. La création, elle continue à dessiner. Et tous les stylistes, ils ont leur crayon et leur papier. Je vais pas vous poser la question de est-ce que l'intelligence artificielle va mettre en danger la création. Non, je vais resserrer complètement le schéma. Moi, ma question, c'est de me dire, est-ce que demain, Fusalp sortira peut-être véritablement une collection qu'elle revendiquera parce que créée uniquement par l'intelligence artificielle? Alors, ça nous est pas encore, ça nous a pas encore inspiré. Je peux pas vous dire jamais. Je sais pas du tout. On est comme tout le monde. L'IA, quel sera son enjeu? Je pense qu'elle aura beaucoup d'aspects. Je suis pas sûre que sur la créativité, l'IA aura une place si prépondérante, parce que malgré tout, pour avoir des nouvelles idées, on a besoin d'un cerveau humain qui arrive à faire des connexions que l'IA peut-être fera un jour, mais on le voit pas seulement dans la création de vêtements, mais dans l'art, dans la littérature. Si on veut générer des idées nouvelles, même si on utilise l'IA peut-être pour faire quelque chose, mais à un moment, il faut quand même qu'il y ait quelqu'un qui prompte et qui ait l'idée de savoir comment assembler des choses et poser des questions qui soient nouvelles et intéressantes à l'IA. C'est très clair. Plusieurs de vos concurrents, notamment par exemple Moncler, parce qu'on a le droit de citer toutes les marques quand on est dans toutes les marques, réalisent des collabs. Est-ce que Fusalp suivra ce chemin? Oui, on en a déjà réalisé plusieurs. Notamment, notre première, c'était avec Colette. Mais oui. On en a été très fiers. Colette d'ailleurs, is back à Paris, puisqu'ils reviennent, Colette, à Paris. Elle a fait, oui, un pop-up dans l'exposition de Virgil Abloh, tout à fait, qui était assez formidable. Et donc, on avait fait une très jolie collaboration avec Colette, qui nous avait amené beaucoup de visibilité en B2B, en fait. Ah oui. Parce que vous savez, la newsletter de Colette dès lundi matin était lue quand même par toute la profession. Très hype. Voilà, partout. Et Bien donc, sûr. d'être dedans, ça a donné... On a eu pas mal d'appels d'acheteurs japonais, américains, qui ont voulu acheter du Fusalp pour leur magasin. Donc ça, c'était très intéressant. Et puis, on a fait une collaboration avec Chloé et puis une avec Pucci aussi, qui commercialement ont été des très jolis succès. Donc, on continue. On est dans cette perspective-là. Là, j'ai rien de particulier à annoncer, mais c'est des sujets qui nous intéressent toujours beaucoup. Un fabricant de skis, par exemple, demain, ça pourrait avoir du sens avec On a fait des skis Fusalp. Ah oui. Avec Antoine Deneria, qui a sa propre marque de ski. Quand même, grand champion. Grand champion, médaillé d'or de Turin, donc vraiment qui fait des très très beaux skis. D'ailleurs là, il vient de faire, puisqu'on peut parler de toutes les marques, une collaboration avec Berluti, donc magnifique, jolie mise en avant, du très groupe belle LVMH, vitrine, attention. Très belle vitrine. Donc nous aussi, on a nos skis Fusalp qui sont d'ailleurs formidables. Moi, je skie avec, ils sont à la fois techniques et faciles. Donc très très agréable. Eh ben, écoutez, je suis surpris parce que j'étais passé complètement à côté de cet aspect sur la création. On arrive déjà à la fin de l'émission, mais j'ai quand même une dernière question. Beaucoup de marques traquent la visibilité à tout prix, mais la marque Fusalp a forcément un fil conducteur justement, et notamment sur les réseaux sociaux. Comment vous l'envisagez justement ce fil conducteur de visibilité ? Encore une fois, on fait avec nos moyens. On n'a pas les moyens des gros groupes, donc il faut être extrêmement efficient.
On peut pas se permettre de faire des choses qui n'ont pas un retour clair. Et ce qu'on cherche à faire surtout, c'est partager notre authenticité, voilà, dire quelle est notre légitimité, comment on assure en fait un produit de très grande qualité et à la fois désirable, avec toujours une petite dose d'humour. On se prend pas trop au sérieux, on fait des choses très sérieusement, mais sans gravité, et ça c'est absolument essentiel. Merci beaucoup Sophie pour cet entretien. Merci. Avec beaucoup de transparence, de pertinence. Je dois dire que j'ai adhéré à beaucoup de ces propos qui me font chaudement plaisir. Là, c'est plus l'auteur et le prof qui parlent sur les marques. Et avant de se quitter, bien sûr, je rappelle l'adresse du site internet, immanquable, fusal.com. Merci à toutes et à tous d'être toujours aussi présents sur les plateformes, sur les logiques aussi de partage, de commentaires, de likes. Et moi, sinon, je vous dis à très vite. C'était Tout est marque, disponible sur les plateformes podcast Spotify, Deezer et Apple Podcasts. C'était Tout est marque avec l'agence Yucatan, partenaire de votre image, votre notoriété, votre réputation.